Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Napoléon en 1806. « 2000 ans d'histoire. De toutes les batailles de Napoléon, on connaît surtout la victoire d'Austerlitz et le désastre de Waterloo. Mais la moins connue de ces victoires, moins célèbre que les batailles des Pyramides, d'Arcole, de Rivoli, de Friedland ou de Wagram, c'est peut-être la plus importante de toutes. Elle s'est déroulée le 14 octobre 1806, dans une ville de Thuringe dont tous les Allemands connaissent le nom, Iéna. Ce jour-là, le long de la Saale, Napoléon se trouvait en face d'une armée qui, depuis Frédéric II, était considérée comme la plus puissante et la mieux entraînée d'Europe. Celle avec laquelle la reine de Prusse prétendait pouvoir écraser les 150 000 hommes de la grande armée de Napoléon. Qu'a dit la reine de Prusse? Cette femme, sire, plutôt cette harpie, n'arrête pas de répéter à qui veut l'entendre que votre majesté, ce petit monsieur Bonaparte, et là je ne fais qu'utiliser son langage, n'est qu'un monstre sorti de la fange. C'est une vraie furie. Elle a traversé Berlin à la tête d'un régiment de dragons et elle a fait le serment de conduire ce régiment jusqu'à Paris. J'ai bien fait de vous envoyer là-bas en ambassade, Caulaincourt. Merci, sire. Ça commence à me faire une assez bonne idée des intentions que la Prusse entretient à l'égard de la France. Ce qui me semble extraordinaire, sire, c'est la sérénité avec laquelle votre majesté a écouté mon rapport. Ma sérénité vient du fait que j'ai 150 000 hommes prêts à mourir pour moi, Caulaincourt, avec lesquels je peux soumettre, écraser, anéantir qui je veux. Et non seulement je le peux, mais je vais le faire. Et oui, Napoléon va le faire et ce sera la campagne de Prusse en 1806 et la bataille d'Iéna à laquelle mon invité vient de consacrer un livre chez Perrin. Arnaud Blin, bonjour. Bonjour. Je dois dire qu'en recevant votre livre, je me suis dit, encore une bataille de Napoléon, celle auquel on a donné des noms à des avenues parisiennes, mais dont on ne sait pas grand-chose. Or, selon vous, Iéna, non seulement est une des plus grandes victoires de Napoléon, mais aussi une des plus grandes batailles de l'histoire. Oui, tout à fait. Bon, c'est une bataille qui marque vraiment la fin d'une époque, la fin des batailles de l'Ancien Régime, avec la défaite de la Prusse qui était la plus grande armée du XIXe siècle. C'est le début d'une ère nouvelle avec la stratégie d'anéantissement, les guerres totales qui vont marquer l'Europe jusqu'en 1945. Vous citez effectivement, dès le début de votre livre, dans l'introduction, un auteur anglais qui s'appelait Maud et qui dit « Il n'y a aucune bataille dans l'histoire moderne qui ait exercé une influence aussi profonde sur le progrès de l'humanité. » C'est vraiment... Oui, c'est assez impressionnant. Alors, cela dit, au fond, les Allemands, d'une certaine manière, la connaissent peut-être mieux que nous-mêmes. Les Allemands qui l'ont perdue, les Prussiens, en tout cas les Allemands, la connaissent moins bien que mieux que les Français. Oui, tout à fait. Pour eux, c'est la grande catastrophe de 1806. C'est une catastrophe, mais c'est ce qui va marquer la naissance du nationalisme allemand. C'est ce qui va permettre plusieurs décennies plus tard à Bismarck de réunifier l'Allemagne. Donc c'est une date clé dans l'histoire de l'Allemagne. Et avec une figure historique qui symbolise le patriotisme allemand, on l'a entendu dans l'extrait de film tout à l'heure, c'est la reine de Prusse, c'est Louise. Oui, alors cette reine, d'abord, elle est très belle. À l'époque, elle fait grande impression, notamment auprès de Napoléon Bonaparte. Et puis c'est elle qui veut vraiment faire la guerre. C'est elle qui pousse l'entourage de son mari, le roi. Oui, c'est son mari, le roi, qui règne. Oui. Elle règne pas, c'est la reine parce qu'elle est la femme du roi, de Frédéric Guillaume III, je crois. Voilà, donc elle est à la tête des va-t-en-guerre. C'est elle qui va pousser la Prusse à attaquer la France, parce que c'est la Prusse qui va commencer les débats. Et elle est même à la tête d'un régiment de dragons devant lequel elle parade dans Berlin avant la bataille. C'est le seul homme de Prusse, disait d'elle Napoléon. Alors elle était très arrogante parce qu'elle était persuadée, comme tout le monde, que l'armée prussienne, c'était la meilleure du monde. C'est celle qu'avait créée 50 ans plus tôt Frédéric II, celle avec laquelle d'ailleurs les Prussiens avaient battu les Français à Rosbach du temps de Louis XV. Donc vraiment, c'était, et tout le monde le disait, elle était plus forte encore que l'armée française. Oui, tout à fait. Il pensait écraser la France en quelques jours. C'était la meilleure armée du monde, comme on l'a dit. Le seul problème qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas changé. Elle était restée complètement figée.
on avait peur de transformer cette armée qui appartenait donc au légendaire Frédéric. Et d'ailleurs, ceux qui vont commander l'armée durant la bataille d'Iéna et d'Auerstedt ont participé à la bataille de Rossbach, où les Français ont infligé une humiliation, ou plutôt les Allemands ont infligé une humiliation aux Français. Ils étaient très âgés, tous avaient plus de 70 ans. Oui, il y en avait qui avaient... Oui, le duc de Brunswick qui commande cette armée à 71 ans. Qui avait commandé à Valmy aussi. Oui. Qui avait perdu une petite bataille à Valmy. Les Prussiens s'en étaient remis. Et il avait 71 ans. Hohenlohe qui commande l'armée secondaire à 61 ans. Vous avez Mollendorf qui est conseiller du roi qui a 81 ans. Donc ils sont très âgés, mais d'un autre côté, ils n'ont aucune expérience. Ils n'ont pratiquement pas combattu depuis 50 ans. Et puis ils commandent une armée de métier, alors qu'en face, et c'est ça la révolution en fait, il y a une armée populaire, une armée de conscrits, la grande armée de Napoléon, et avec des maréchaux d'Empire qui ont tous moins de 50 ans, les Davout, les Ney, les Lannes, de 30 ans, même moins de 40 ans, pardon. Oui, beaucoup ont 37 ans, ouais. Peu ont dépassé la cinquantaine, mais ils ont une énorme expérience de la guerre, beaucoup plus élevée que leurs adversaires. Alors cela dit, la vraie raison, c'est pas simplement de montrer sa force, pour laquelle Louise lance cet ultimatum à Napoléon le 1er octobre 1806, c'est parce que la Prusse craint beaucoup la mainmise de Napoléon, qui après la bataille d'Austerlitz contrôle vraiment presque toute l'Allemagne. Il a créé une confédération du Rhin avec beaucoup d'États allemands. L'Allemagne est divisée à l'époque, oui. Il faut le rappeler, elle n'est pas unie. Ça, c'est la vraie raison. On a peur de cet empire que Napoléon est en train de se constituer. Tout à fait. Il devait la combattre un an plus tôt, ils ne l'ont pas fait. Entre-temps, Napoléon a gagné Austerlitz et surtout il a perdu à Trafalgar. Ce qui veut dire qu'il axe toute sa stratégie contre l'Angleterre sur la conquête du continent européen. Alors Arnaud Blin, c'est la raison pour laquelle donc autour de la Prusse se forme ce qu'on appelle la troisième coalition. Il y a aussi l'Angleterre et la Russie, mais le 14 octobre 1806 à Iéna, la seule armée qui est présente, c'est l'armée prussienne et la reine qui se trouve en face d'un Napoléon très sûr de lui. Mais c'est votre bonne amie. Ma bonne amie, sire. Que voulez-vous dire? La reine de Prusse. La guerre ne l'amuse plus, on dirait. Les femmes sont tellement inconstantes. Quelle heure est-il? Près de midi, sire. Encore 2 petites heures. Et Iéna, qui n'était que le nom d'une petite ville, sera le nom d'une immense victoire. Alors c'était un extrait du Napoléon d'Yves Simoneau, diffusé récemment sur France 2, la bataille d'Iéna, avec un Napoléon lui-même très sûr de lui. En fait, il ne sait pas qu'à Iéna, il ne se trouve pas en face du gros de l'armée prussienne. C'est simplement une armée de réserve que commande Hohenlohe. Oui, c'est une armée secondaire qui est inférieure à son armée à lui. Et la grosse armée prussienne est 17 km plus loin, à côté de Auerstadt, une petite ville, enfin un petit village. Et elle va affronter un seul corps d'armée, celui de Davout. Donc vous avez 28 000 hommes côté français, 63 000 hommes côté prussien, et c'est Davout qui va remporter la victoire. Napoléon ne la prendra que le lendemain à 9h du matin. Il pensait avoir vaincu l'armée principale lui-même à Iéna. C'est quand même marrant parce qu'on appelle ça la bataille d'Iéna. On aurait dû appeler ça la bataille d'Auerstedt, mais comme c'était Davout qui se couvre de gloire et pas Napoléon à Auerstedt à 18 km ou 17 km au nord, on a appelé ça la bataille d'Iéna parce qu'à Iéna, il y avait Napoléon. C'est ça, en fait. Oui, je crois que c'est ça. Blin. Et puis Iéna est une ville peut-être plus connue que Auerstedt, mais je pense que c'est surtout le fait que, effectivement, c'était Davout. Vous dites que ça a agacé d'ailleurs un peu Napoléon de rappeler beaucoup cette bataille. Si on la connaît pas beaucoup, c'est qu'il l'a pas mise en avant parce que c'était pas vraiment totalement sa victoire. Pas sa victoire. C'est celle de Davout en fait. Encore que c'est lui qui avait fait la manœuvre, une superbe manœuvre stratégique d'enveloppement de l'armée prussienne. Donc c'était lui l'architecte de cette victoire. Mais à la fin, lors de la bataille décisive, c'est Davout le héros de la journée. Et alors la double défaite en fait de Iéna et d'Auerstedt, Arnaud Blin, provoque immédiatement une débâcle. Elle se décompose, cette armée prussienne dont on disait qu'elle était invincible, et elle fiche le camp vers le nord.
Oui. Et Napoléon la suit. Alors là, vous dites aussi quelque chose de nouveau dans l'art de la guerre, c'est qu'avant, on faisait une bataille, bon, et puis pof, on signait un traité. Là, maintenant, il s'agit, en pourchassant l'ennemi à travers l'Allemagne vers le nord, il s'agit de l'anéantir. Ça, c'est nouveau, dites-vous. Oui, c'est tout à fait nouveau. Auparavant, on gagnait des batailles, puis on négociait diplomatiquement avant d'autres batailles. Maintenant, on décide d'anéantir l'ennemi. La victoire militaire doit se traduire en victoire politique. D'où le dicton de Clausewitz, d'ailleurs, qui est présent sur les lieux. Et oui, il était là. Oui. La guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Ça vient de là. La guerre et puis l'invasion, ça a été sacrément brutal, la traversée de l'armée française à travers l'Allemagne, Arnaud Blin. Oui, c'était très brutal. C'était encore plus brutal même à la fin quand Blücher, qu'on retrouvera à Waterloo, se retrouve retranché dans la ville de Lübeck. Et les Français entrent dans la ville, écrasent Blücher. Il y a des scènes assez horribles de pillage, de viol, qu'on retrouve dans beaucoup de guerres, malheureusement. Les Français arrivent! Ouvrez, ça ne sert à rien. Ils enfonceront la porte. Surtout, ne leur donnez pas de pain. Les Français sont des ivrognes. Il ne faut pas qu'ils s'échauffent. Voyons! Soudard! Il est là! Oh, madame, je suis le maréchal Ney, le vainqueur de Iéna. La guerre est finie. Nous allons trinquer à la victoire. Quelle belle idée. Goethe! La guerre est finie! Vive la France, Goethe! France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la bataille d'Iéna. Et c'était la 3e symphonie de Beethoven, composée en 1830. On l'a pas mise par hasard, parce qu'elle s'appelle l'Héroïque, mais elle était dédiée, Arnaud Blin, à Bonaparte. Et puis quand les Allemands sont entrés en Allemagne, quand les Français sont entrés en Allemagne, Beethoven, du coup, a refusé cette dédicace à Napoléon. Pour lui, c'était plus un libérateur, c'était un tyran. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y a aussi, on l'a entendu dans l'extrait de film à l'instant, Goethe, qui était à Weimar. C'était une ville littéraire, à Weimar, à côté d'Iéna. Oui. Iéna, Weimar, c'était un endroit où se retrouvait pratiquement tout le gratin de la littérature allemande. Oui, c'était une ville universitaire où il y avait ce qu'on appellera plus tard le mouvement pré-romantique. Vous avez Schlegel, Schelling, Hegel évidemment et Fichte. Alors si la bataille d'Iéna est un peu oubliée aujourd'hui, à l'époque et tout au long du 19e siècle, elle a inspiré beaucoup d'écrivains des deux côtés du Rhin. La revue de texte, Stéphanie Duncan. Oui, Iéna, comme Austerlitz ou Waterloo, fait partie de ces batailles qui ont enflammé les imaginations. Celle de Balzac, par exemple. Le colonel Chabert, un de ses héros, était à Iéna dans sa jeunesse. Devenu vieillard, il est abordé un jour dans la rue par un officier prussien. En voyant l'ancien, écrit Balzac, le Prussien, histoire de blaguer, lui dit « Voilà un vieux voltigeur qui devait être à Rosbach. » Rosbach, donc une victoire prussienne du XVIIIe siècle. « J'étais trop jeune pour y être, lui répond le colonel Chabert, mais j'étais assez vieux pour me trouver à Iéna. » Pour l'heure, le Prussien a filé sans faire d'autres questions. Et oui, Balzac le montre bien, Iéna est resté longtemps un épisode traumatisant pour les Prussiens. Dans un autre roman, Une ténébreuse affaire, Balzac décrit cette fois l'ambiance à Iéna la nuit qui précède la bataille, dans la simple chaumière où bivouaque Napoléon. On peut dire, écrit Balzac, que la majesté de la guerre éclatait là dans toute sa splendeur. Devant un feu de bois vert qui fumait, Napoléon était assis sur une chaise grossière. Ses bottes, pleines de boue, attestaient ses courses à travers les champs. Il avait ôté sa fameuse redingote, et alors son célèbre uniforme vert, traversé par son grand cordon rouge, rehaussé par le blanc de son gilet, faisait admirablement bien valoir sa pâle et terrible figure césarine.
Alors, un simple grenadier de la garde, cette fois, le capitaine Coignet, a raconté lui aussi dans ses mémoires cette veillée à Iéna, cette fois-ci vue du côté des grognards, le dernier vin chaud avant la bataille. Nous trouvâmes du bois, et les feux s'allumèrent, et le vin dans les chaudières, et le sucre. Nous bûmes à la santé du roi de Prusse, toute la nuit. Nos moustaches furent bien arrosées. Mais quelle punition de ne pouvoir parler ou chanter, parce qu'ils sont juste à côté des lignes ennemies. L'empereur, qui nous voyait si sages, cela le rendait joyeux. Et avant le jour, il était à cheval pour visiter son monde. Alors cette scène, un autre spectateur, allemand cette fois, y a assisté et en a été profondément marqué. C'est le jeune philosophe allemand Hegel. Il est à Iéna et il observe de sa fenêtre les feux des bivouacs des Français et il écrit à un ami « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. » Un homme dont Hegel, allemand pourtant, souhaite la victoire. Tous, écrit Hegel, tous souhaitent maintenant bonne chance à l'armée française, ce qui ne peut manquer lorsqu'on considère la formidable différence qui sépare ses chefs et le dernier de ses soldats de leurs ennemis. Ainsi, notre région sera bientôt libérée de ce déluge. C'est étonnant cet hommage de Hegel, d'un philosophe à Napoléon. Goethe d'ailleurs lui-même admirera Napoléon jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui est étonnant, et vous le dites dans votre livre, c'est que Iéna est une des rares batailles qui est inspirée à un mouvement philosophique, alors qu'en général la philosophie et la guerre, ça fait pas bon ménage, Arnaud Blin. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait l'étrangeté de cette bataille. Hegel est en train d'écrire sa phénoménologie de l'esprit. Il développe le concept de fin de l'histoire. Et il est à Iéna, donc au moment où les Français vont combattre les Prussiens. Et la veille, il voit passer Napoléon. Et il a comme une illumination. Il voit Napoléon incarner cette fameuse fin de l'histoire dont lui-même Hegel se fait l'interprète. Mais quel rapport entre sa philosophie, justement, c'est ça, c'est la fin de l'histoire, en fait, la philosophie, et Iéna, parce d'ailleurs, il n'est pas le seul à s'être inspiré, parce qu'au fond, derrière Hegel, il y a Marx aussi, je crois, qui s'était intéressé à la bataille. Oui, Marx reprend les idées de Hegel. Ouais. Hegel, ça serait peut-être un peu long de développer ses théories, mais en gros, c'est une histoire qui est marquée par plusieurs étapes. C'est une histoire qui est marquée par une lutte, qui deviendra la lutte des classes. Et c'est une histoire qui va se terminer par l'ultime lutte, qui est celle de Iéna, à ses yeux. Alors, ça a inspiré aussi autre chose, vous l'avez un peu dit au début de l'émission, Arnaud Blin, c'est le nationalisme allemand. L'Allemagne est divisée à l'époque en plusieurs États, il faudra attendre Bismarck pour qu'elle soit réunifiée 60 ans ou 50 ans après la bataille d'Iéna, mais dès cette époque, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a assisté à Iéna ou qui en a entendu parler, c'est Fichte, qui écrit le discours à la nation allemande, et c'est ça qui va faire naître le nationalisme allemand et la volonté pour les Allemands de se réunifier. Oui, tout à fait. Bon, l'Allemagne avait peu évolué, mais enfin, il y avait quand même des courants réformateurs, notamment chez les militaires d'ailleurs, incarnés par Scharnhorst qui combat à Iéna et par Clausewitz. Et la catastrophe va permettre à tous ces réformateurs et à d'autres de relancer cette machine qui était sclérosée et qui va marquer le début du nationalisme allemand. Et à terme, ça participera des nationalismes européens et ça contribuera à toutes les guerres qu'il y aura en Europe, notamment entre la France et l'Allemagne. Et avec la figure de la reine Louise, je crois qu'elle est morte en 1810, mais qui est restée une héroïne. Les Allemands lui ont consacré beaucoup de films dans les années 1930. Alors vous avez évoqué le nom de Clausewitz. Autre chose qui est bouleversé, parce que Clausewitz y était, il y avait vraiment tout le monde. Hegel, Fichte, Goethe, Clausewitz qui était là, Scharnhorst, Desno qui seront des grands militaires, Blücher qui va vaincre Napoléon Waterloo, mais ça a révolutionné la pensée militaire et des gens qui se rendent compte, c'est quelque chose de très actuel, de ce que c'est que la guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'en réalité, la force réelle a été du côté français, donc la victoire d'Iéna n'était pas une surprise, face à la force allemande qui était finalement périmée, en retard. Oui, c'est-à-dire qu'en quelques années, tout avait changé. Vous n'aviez plus une armée de soldats, c'est-à-dire des gens qui sont soldés, mais une armée de citoyens. Vous avez une armée beaucoup plus souple, beaucoup plus avec le système divisionnaire Napoléon.
beaucoup plus flexible, elle marche 2 fois plus vite que ses adversaires, elle s'approvisionne sur le terrain plutôt que par des magasins. Donc c'est une armée qui est complètement différente de ce que vous aviez avant et qui écrase cette ancienne machine militaire qui, sans évoluer, a été complètement dépassée. À l'occasion de cette bataille que vous appelez décisive, Arnaud Blin, et pourtant elle ne met pas fin à la guerre. D'abord, elle va se poursuivre tout de suite après. Napoléon, d'abord, pourchasse jusqu'à ce qu'il se rende cette armée prussienne, et puis il va plus loin. Les Russes, étant les alliés des Prussiens, il fait une campagne en 1807, la campagne de Pologne, il va battre les Russes, il y aura la bataille d'Eylau qui est indécise, puis celle de Friedland, il va rencontrer le tsar à Tilsit, il signe la paix avec le tsar, puis la guerre va reprendre encore 2 ans plus tard, en 1809. C'est vraiment interminable. Au fond, il passe son temps à faire des guerres sans qu'il y ait d'issue, c'est un peu des victoires à la Pyrrhus. Oui, c'est-à-dire que ces gains politiques ne sont pas à la mesure de ces victoires militaires. Il est constamment obligé d'obtenir de nouvelles victoires pour avancer. Et finalement, la guerre ne résout pas les problèmes. Est-ce qu'il le fait pour le goût de la gloire, hein? Il faut rappeler que le 27 octobre, quelques jours après Iéna, 13 jours, il rentre dans la capitale de Frédéric, de Frédéric II. Il rentre à Berlin. Et d'ailleurs, il rend hommage, il salue la statue de Frédéric le Grand. Je crois qu'il admirait beaucoup Frédéric le Grand, qui était mort 20 ans plus tôt. J'en avais même un peu peur. Il avait fait venir un des grands stratèges de l'époque, Jomini, pour qu'il lui parle de cette fameuse armée et de ses généraux, parce que même lui avait quand même une appréhension face à cette armée. Oui, parce que vous parlez de Jomini, vous parlez beaucoup de Clausewitz, on a tous entendu parler au moins de Clausewitz. Jomini vous dit qu'il a joué un rôle considérable et que lui aussi a été inspiré par la bataille d'Iéna. Qui est ce Jomini ? Jomini, c'est un stratège suisse qui, à cette époque, était aux côtés des Français, qui sera le stratège le plus influent au XIXe siècle, notamment aux États-Unis, ce qu'on sait moins. Et il ne sera supplanté par Clausewitz qu'à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Mais c'est l'un des 2 grands stratèges de ces 2 derniers siècles et l'un des grands stratèges de la stratégie napoléonienne. Mais pourquoi cette stratégie et cette guerre napoléonienne ont duré aussi longtemps ? Elles vont se poursuivre jusqu'en 1815, jusqu'à Waterloo. Vous dites qu'au fond, si Napoléon a envahi toute l'Europe, occupé toute l'Europe, c'est pas tellement c'est pas tellement pour occuper l'Europe, c'est à cause d'un ennemi qu'il ne peut pas atteindre, qu'il ne peut pas attaquer, qui est protégé par la Manche et par sa flotte, c'est l'Angleterre. Au fond, derrière toutes ces coalitions, l'Angleterre qui ne se bat jamais sur le continent, sauf à la fin, en Espagne et à Waterloo, l'Angleterre, elle ne se contente d'aider les Prussiens, les Russes, les Autrichiens. Elle n'y participe pas, mais c'est elle le véritable ennemi. D'ailleurs, je crois qu'à Sainte-Hélène, Napoléon disait, au fond, que son seul ennemi, ça avait été l'Angleterre pendant toutes ces années. Oui, d'ailleurs, il le dira même en 1806, avant la bataille d'Iéna. Après la défaite de Trafalgar, donc à la fin de l'année 1805, sa seule option, c'est de contrôler le continent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une puissance maritime, qui est l'Angleterre, contre laquelle il ne peut rien faire sur la mer, et une puissance continentale qui va être la France. C'est un schéma classique, on retrouve ça avec Athènes et Sparte, ou même avec les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Au fond, c'était véritable. Il a quand même essayé quelque chose contre elle, puisqu'il ne pouvait pas la battre militairement. Il a essayé de l'asphyxier économiquement. C'est juste après Iéna, je crois, qu'il décrète le fameux blocus continental. C'est une stratégie indirecte et qui table sur l'étranglement de l'Angleterre économiquement. C'est le début de la révolution industrielle. L'Angleterre a besoin d'exporter ses produits, donc il espère l'étrangler de cette manière. Mais une stratégie qui le conduit encore à faire la guerre, puisque pour imposer ce blocus, il va faire la guerre en Espagne, il va faire la guerre à nouveau contre la Russie, enfin bref, ça n'en finit pas. C'est dommage que Napoléon ait pas médité sur cette phrase qu'on a entendue au tout début de l'émission. Il n'y a que 2 puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Eh ben oui, mais il n'a pas médité cette propre phrase qu'il avait écrite lui-même, je crois, en 1806, Arnaud Blin, et qu'on retrouve dans votre livre, dont je rappelle le titre, Iéna, donc un livre passionnant qui vient d'être publié aux éditions Perrin. Et puis vous venez d'écrire aussi, je le rappelle, avec Gérard Chalian, un livre très actuel sur la politique étrangère des États-Unis, America is Back, qui a été publié chez Fayard. Et puis puisque nous avons également parlé beaucoup du véritable vainqueur d'Iéna, faut bien le dire, qui est le maréchal Davout, mais il y a une biographie de Davout de Frédéric Hulot qui vient d'être publiée chez Pygmalion.
Et puis alors pour ceux qui aiment l'histoire de la Révolution et de l'Empire, puisqu'il me reste un peu de temps, je recommande la lecture